Bonjour à tous. Merci déjà aux premiers participants d'être déjà présents devant leur écran pour suivre ce webinaire. Nous allons attendre quelques petites minutes. Je vois que le nombre de participants augmente très très rapidement. Donc, pour permettre à tout le monde de pouvoir profiter du webinaire, on va peut-être patienter quelques minutes, 2, 3 minutes, le temps que tout le monde s'installe confortablement avant d'initier la présentation, de vous présenter les actualités un petit peu marquantes du droit de la consommation et des réglementations sectorielles et de la publicité que nous avons pu recenser dans le cadre de notre activité sur l'année 2025 et on abordera tous ces sujets dans quelques minutes. Je vois que effectivement, ce petit espace de temps est nécessaire puisque le nombre d'inscrits progresse et le nombre de participants également. Donc, on est sur un horaire un peu matinal. Les gens arrivent. Et je vous propose de commencer dans quelques secondes pour vous exposer déjà les sujets sur lesquels nous allons aujourd'hui intervenir, vous présenter un petit peu les actualités et également aussi vous présenter le cabinet que vous connaissez dans le cadre de ce rendez-vous maintenant qui s'est bien installé dans le panorama du droit économique et que nous réalisons maintenant depuis quelques années. Bon, voilà, le nombre est déjà un petit peu stabilisé. Donc, ce que je vous disais, c'est que je vous remercie vivement pour être fidèle au rendez-vous maintenant mis en place depuis 5 ou 6 ans déjà sur un des volets d'activité du cabinet Gauche Avocat, qui est le volet d'accompagnement sur le droit de la consommation, sur la publicité commerciale et sur tous les sujets de réglementation professionnelle, y compris dans l'appréhension de contrôles qui pourraient être conduits, que ce soit par la DGCCRF ou par l'autorité de la concurrence. Ce rendez-vous annuel est l'occasion pour moi et pour mes équipes de vous présenter l'actualité que nous avons recensée au fil de nos dossiers en matière de droit de la consommation, mais pas que, sur des sujets que nous avons évidemment un petit peu triés parce que, vous le savez, en tant que praticien, en tant qu'opérationnel, l'activité réglementaire est dense sur ces sujets-là, notamment au niveau des nouvelles règles, on le verra, de consommation environnementale, sur des sujets de pratiques commerciales trompeuses, sur des sujets de greenwashing. Cette actualité est relativement dense, comme je l'ai exposé. Donc, on a fait un tri pour essayer d'être un petit peu dynamique et essayer d'aller sur le cœur de vos sujets à vous, au regard des personnes inscrites. On a peut-être aussi, pour le moment, mis de côté des sujets que nous présentons dans le cadre de fédérations devant lesquels nous intervenons et qui nous ont demandé de cibler d'autres sujets. Mais vous le verrez, cette présentation est relativement exhaustive et nous avons balayé pas mal de sujets. Alors, comme tous les ans, effectivement, cette présentation de l'actualité aussi, une possibilité, une opportunité pour nous de vous représenter le cabinet qui est votre partenaire dans vos projets opérationnels pour vous sécuriser dans la mise en place de ces projets et pour vous accompagner, vous assister dans des virtuels contrôles ou dans des contentieux que vous devriez conduire ou dans lesquels vous seriez attrait relatif à ces projets. Comme vous le savez, le cabinet Gouache Avocat, c'est un cabinet qui maintenant a une activité de plus de 20 ans, qui est un cabinet installé sur les sujets de droit économique et qui a vocation de couvrir l'intégralité des sujets que nous illustrons par le cercle de la distribution, avec effectivement un point de départ qui est le sujet d'approvisionnement, sur lequel nous vous accompagnons sur la rédaction, l'encadrement de ce qu'on appelle les conventions annuelles uniques et de vos plans d'affaires, sur l'appréhension des sujets de droit de la concurrence en matière d'organisation de la commercialisation de vos produits ou de vos services, sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui, la publicité
et le droit de la consommation. Donc, quand ces produits et ces services vont être mis sur le marché à destination de consommateurs et qu'on va entrer dans une sphère de relations tout en équilibre entre le professionnel et le consommateur, mes associés s'occupent également de la partie organisationnelle du point de vue immobilier, puisque nous avons deux associés qui vous accompagnent et qui sont aussi dans l'actualité, puisqu'ils organisent un webinaire également très suivi sur l'actualité des beaux commerciaux, Nicolas Pchebich et Stéphane Ingold. Le cabinet est évidemment aussi un cabinet de référence sur l'organisation des réseaux, cabinet qui, on le verra, depuis plusieurs années, s'inscrit comme un partenaire de référence, que ce soit sur le droit de la franchise ou d'autres types d'organisations, et en matière de protection des concepts commerciaux. Alors, un peu d'autopromo toujours, hein, parce qu'effectivement, cette présentation aussi s'inscrit dans une façon aussi pour nous, bien sûr de maintenir le lien avec nos clients et de nous présenter aux gens qui nous connaissent peu ou commencent à nous connaître. Le cabinet a une expertise reconnue depuis plusieurs années dans ce domaine d'activité qui est le droit de la consommation en matière de droit de la franchise, en matière de droit de la distribution. Comme vous pouvez le constater, effectivement, l'ensemble des associés sont des membres experts de fédération. Et nous avons eu la chance d'être référencés depuis plusieurs années dans les classements ayant trait à l'activité des avocats spécialisés comme des acteurs de référence sur ces sujets auxquels nous dédions notre activité, puisque, comme je vous le rappelais, le cabinet Gouache Avocat est un cabinet exclusivement spécialisé en matière de droit économique. Alors, la vocation du cabinet, l'ADN du cabinet, qui a franchi une étape supplémentaire, puisque le cabinet est devenu société à mission avec vocation, effectivement, ben, j'ai envie de dire de transcrire ce que nous offrons depuis quelques années, depuis plusieurs années, c'est-à-dire d'accompagner nos partenaires non seulement dans leur sujet opérationnel, mais également dans la doctrine. C'est que le cabinet a pour ADN d'être également un cabinet qui participe à la doctrine et dans lequel l'ensemble des associés sont intervenants dans des universités qui, pour nos domaines d'activité, sont des universités de référence, comme l'université Panthéon-Sorbonne, dans lequel nous intervenons dans le master droit de la distribution, qui est dirigé par Martine Béard-Touché, qui collabore d'ailleurs dans nos équipes, à l'université d'Aix-Marseille, où j'interviens moi directement, et à l'université de Rennes. Nous sommes membres également de fédérations que je rappelais à titre prioritaire, la Fédération française de la franchise et la Fédération du commerce associé dans laquelle je suis expert, et qui sont des fédérations effectivement qui accompagnent les groupements sur ces sujets opérationnels et d'actualité. Nous écrivons également, vous le savez, hein, vous retrouvez l'intégralité des membres du cabinet sur la rédaction dans les éditions juridiques. Nous avons la chance de rédiger une chronique annuelle sur le droit de la franchise dans les éditions Français de la Sphère et également dans les éditions législatives et de nombreux articles que vous pouvez retrouver, y compris sur notre site, puisque nous avons vocation à mettre à votre disposition aussi du contenu pour vous guider, pour vous accompagner également par cette manière dans vos activités. Alors, aujourd'hui, effectivement, ce sera moi votre présentateur. J'anime depuis plusieurs années la pratique qui nous concerne aujourd'hui, une pratique qui s'est bien développée, une pratique qui aussi, d'un point de vue conjoncturel, s'inscrit dans une actualité très dense, qui est l'objet aujourd'hui de cette présentation, et qui nécessite, on le verra quand même, une technicité assez précise sur des sujets de plus en plus complexes, de sujets de plus en plus innovant, j'ai envie de dire, d'un point de vue juridique et qu'il convient de maîtriser pour sécuriser vos projets. Alors aujourd'hui, bon, on sera ensemble sur une durée. Alors, je vais essayer, puisque la durée habituelle est une durée d'1 heure. Chaque année, on déborde un petit peu parce que les sujets sont un peu denses. On a prévu aujourd'hui une présentation qui devrait s'établir sur une durée d'1 heure à 1 heure et demie, puisque vous le verrez, nous parlerons de différents sujets. Nous aborderons les nouvelles réglementations en matière de droit de la consommation. On fera un petit focus sur quelques jurisprudences que nous avons recensées qui sont assez riches d'enseignements sur les contours de l'obligation du professionnel en matière de contrat de consommation. Et cette relation, qu'on le sait, nécessite un équilibre toujours assez
assez délicat à vérifier, mais qui est indispensable pour assurer non seulement la validité de vos accords contractuels, mais effectivement le respect des obligations qui sont les vôtres vis-à-vis de vos consommateurs, de vos clients consommateurs qui peuvent être amenés à venir vous solliciter sur des réclamations notamment. On abordera une thématique constante en matière de droit de la consommation, qui est la thématique, j'ai envie de dire, un petit peu fourre-tout sur le droit économique et plus particulièrement sur le droit de la publicité et le droit de la consommation, qui sont les pratiques commerciales trompeuses. Pratiques commerciales trompeuses, on le verra, qui donnent lieu dans l'actualité jurisprudentielle à plusieurs décision intéressante sous l'angle d'actions en concurrence déloyale par manquement à la loi, dans le cadre desquelles, on le verra, de plus en plus, peut-être aussi dans un contexte de crise, les pratiques trompeuses et l'appréhension du consommateur servent aussi de fondement à la protection de ces concepts vis-à-vis de concurrents indélicats, ou en tout cas de concurrents qui ne respectent pas les règles que vous vous imposez pour être dans le respect des règles de marché sectorielles et dans le respect des dispositions légales. On parlera d'un sujet qui est un sujet dense, c'est-à-dire les nouvelles exigences en matière d'éco-conception, et on finira, si on a le temps, cette présentation par l'actualité sur l'encadrement de certaines communications sectorielles qui peuvent intéresser aujourd'hui les participants à la présentation. Donc effectivement, cette présentation est aujourd'hui l'occasion pour moi d'initier celle-ci par les nouvelles réglementations en matière de droit de la consommation. On a choisi de commencer par vous parler d'un projet dont on avait déjà parlé. J'avais commenté, moi, je me souviens, les ébauches de la loi DDE il y a quelques années, à l'époque où le texte était déjà dans ses limbes, hein. Mais on commençait à aborder notamment sous l'angle des pouvoirs de la DGCCRF, l'impact de cette nouvelle législation. Et une étape a été franchie qui est l'occasion pour nous de vous représenter ces dispositions, puisque c'est tout frais. Un projet de loi a été déposé au Parlement le 10 novembre dernier, donc il y a une quinzaine de jours, qui va effectivement, du coup, mettre en place les fameuses dispositions, on verra, hein, qui ont vocation notamment à instaurer les règles qui ont été fixées notamment par la directive Greenwashing, mais pas que, et qui vont renforcer assez drastiquement les pouvoirs de la DGCCRF. On se souvient du coup de la loi du 30 juin 2025, également qui est sur une autre thématique a fixé des règles de plus en plus contraignantes en matière de démarchage téléphonique. On verra, c'est important pour vous dans vos appréhensions de prospection de clientèle. Ces règles sont très encadrées. Sur certains secteurs d'activité, elles sont maintenant interdites. On y reviendra. Et c'est important pour vous d'avoir en tête ces règles-là. C'est un peu l'objectif de ce focus annuel. C'est de pas forcément rentrer dans le détail hein, de ces textes qui sont denses, qui sont techniques et qui nécessitent naturellement une appréhension détaillée au regard de vos besoins et de vos objectifs. Mais c'est de vous rappeler les principaux enjeux de ces dispositions. On parlera dans cette première partie aussi de la proposition de loi du 26 mars 2027 qui va renforcer les obligations en matière de régulation des commentaires et d'avis en ligne, qui sont aussi aujourd'hui des outils de plus en plus employés par les professionnels pour mettre en avant leurs produits et aussi, j'ai envie de dire, la qualité de ceux-ci, produits ou services, hein. Mais on le savait qu'il faisait déjà l'objet de nombreux contrôles de la DGCCRF, notamment sur le commerce en ligne. On sait que la DGCCRF, elle a raison peut-être de le faire, est très vigilante au contrôle des avis et elle va avoir à sa disposition maintenant un outil législatif beaucoup plus détaillé qui lui permettra de cadrer ses interventions sur ce sujet. On parlera également en matière d'actualité de réglementation, du décret du 19 novembre 2025, alors c'est encore plus récent, hein, il y a moins d'une semaine, sur l'obligation de consacrer partiellement sa surface de vente à des produits
sans emballage primaire, donc ça concerne la plupart d'entre vous, enfin certains d'entre vous en tout cas, et on verra les règles en termes de volume, en termes d'importance de chiffre d'affaires qui sont fixées par ce décret, et on conclura sur cette partie, par la directive sur l'accessibilité numérique qui est entrée en vigueur le 28 juin 2025. Alors je vous le disais, hein, le projet de loi DDA-DUE était attendu. Il est toujours attendu puisqu'il a été déposé au Sénat le 10 novembre 2025, donc le texte n'est pas finalisé. C'est une législation qui va avoir de nombreux impacts hein, sur votre activité et sur votre appréhension de la conduite des projets. Et vous vous en souvenez, on en a parlé, on en parle régulièrement hein, sur vos dossiers. Ce projet de loi qui porte dans son appréhension textuelle diverses dispositions d'adaptation du droit de l'Union européenne. Donc, on a vocation à venir insérer dans nos dispositions nationales des réglementations et notamment des directives européennes en matière économique, financière, environnementale, énergétique, d'information sur les transports, sur la santé, l'agriculture et sur la pêche. Donc, il met en conformité, à titre principal, cette directive dont on a beaucoup parlé, de 2019-2161, sur la protection des consommateurs. On en a beaucoup parlé de cette directive Omnibus, notamment sur les annonces de réduction de prix. Il apporte une précision qu'en tant que praticien, tout le monde maîtrise, qui avait fait aussi l'objet de précisions avec la DGCCRF sur le fait que les annonces de réduction de prix ne s'appliquent qu'aux biens et pas aux services. Maintenant, cette distinction est inscrite dans le texte. Il apporte aussi, d'un point de vue un peu plus négatif, hein, pour les clients qu'on accompagne, pas que, puisque effectivement des concurrents aussi peuvent ne pas respecter ces dispositions, ce qui vous ouvrirait, vous, une appréhension de protection, un durcissement des sanctions pour des pratiques commerciales trompeuses avec des montants d'amende qui peuvent aller jusqu'à aujourd'hui 2 millions d'euros, voire plus quand on est dans une appréhension de défaut d'information. On en avait parlé, il y a aussi une extension drastique des pouvoirs d'injonction des agents de la DGCCRF, notamment pour le retrait rapide de produits dangereux, de produits, j'ai envie de dire, manifestement illicites sur les plateformes, avec un taux élevé de non-conformité qui, de point de vue pratique, a été un peu au cœur de l'actualité, puisque vous avez pu voir que certaines plateformes, dernièrement, ont vu ce texte, ou en tout cas l'esprit de ce texte être employé, notamment dans le contrôle de la vente de produits licites, je pense notamment à des plateformes chinoises qui ont été considérées, et c'était le cas, hein, comme manifestement illicites, et dans lequel la DGCCRF les a enjoints sous le respect de mesures d'injonction très drastiques, de retirer ces produits très rapidement. Donc, cette loi, effectivement, je regarde si j'ai pas. Voilà, elle va intégrer également la directive 2024-825 sur les allégations environnementales. Alors, les allégations environnementales, j'imagine que c'est un sujet aujourd'hui que vous maîtrisez particulièrement, qui, on le verra, est encore source de précision, qui est un sujet qui est également source de très nombreux contrôles. Alors, des contrôles qui, d'un point de vue opérationnel, sont un petit peu compliqués aussi à appréhender pour les professionnels qui en font l'objet, puisque c'est des contrôles qui sont conduits dans le cadre de procédures qui sont pénalisées, puisque les sanctions sur les allégations environnementales sont des sanctions de pratiques commerciales trompeuses qui conduisent la DGCRF à diligenter la plupart du temps, hein, des suites contentieuses, ou en tout cas des procédures de nature pénale qui peuvent également aboutir la plupart du temps à de la transaction pénale, mais qui prennent l'angle du coup de la procédure pénale et qui sont extrêmement contraignantes, y compris au regard du montant d'amende qui peut être alloué à ce type de pratique. Alors, le projet de loi va apporter des précisions
sur les caractéristiques environnementales liées à la circularité. Donc, on y reviendra sur l'éco-conception, mais c'est des appréhensions de durabilité, réparabilité, recyclabilité qui peuvent fonder, du coup, quand on les utilise en termes de communication, une pratique commerciale trompeuse, avec une modification de l'article du Code de la consommation L121.2 que vous maîtrisez, qui est l'article qui va recenser les pratiques, qui va lister les pratiques. Création d'une nouvelle pratique commerciale pour encadrer les allégations environnementales futures de type neutralité carbone 2050. On y reviendra. Un acteur assez important du marché pétrolifère a fait l'objet d'une condamnation assez importante contre une association sur sa communication employée particulièrement sur cette allégation. Donc, une vigilance accrue. L'article L121.3 du Code de la consommation est également modifié pour ajouter deux pratiques commerciales trompeuses par omission, consistant à omettre, dissimuler ou fournir de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle au consommateur qui l'empêcherait de prendre une décision d'achat éclairée. Donc voilà, une loi qui continue à densifier l'arsenal répressif sur les allégations environnementales, donc une loi qui a de l'importance dans l'appréhension, j'ai envie de dire, de la mise en place de la communication. Bien évidemment, la communication doit rester attractive, hein. Vous avez des produits innovants, des produits qui ont des attraits importants pour vos clients, mais le garde-fou, notamment de vos services marketing ou des personnes qui vont penser à les mettre en avant, c'est aussi cette appréhension d'un arsenal de plus en plus lourd, d'une procédure de plus en plus contraignante par rapport au respect de la mise en œuvre de ces allégations, qui est également, on le sait, d'un point de vue publicitaire, contrôlée par la RPP. Donc, une vigilance, c'est un thème d'actualité. On a au cabinet, nous, de manière, pas quotidienne, mais en tout cas toutes les semaines, des sujets d'allégation. Donc, de point de vue de ce prisme, en fait, il est important de prendre en considération que bien évidemment, une lecture, j'ai envie de dire, attractive est toujours intéressante, mais une lecture juridique est aujourd'hui indispensable pour assurer, hormis l'efficacité de la consommation, sa validité pour éviter de tomber sous le coup de ce type de sanction. Alors, dans la poursuite de cette appréhension, l'article L121.4 du Code de la consommation est modifié pour ajouter 12 pratiques qui sont maintenant présumées trompeuses en toutes circonstances. Notamment, on pense effectivement à l'emploi de communication sur des labels durables. Je ne reprendrai pas la lecture de l'ensemble de ces nouvelles pratiques considérées comme trompeuses, mais vous pourrez vérifier qu'effectivement, encore une fois, on est sur cette appréhension d'un usage d'éléments, j'ai envie de dire, de sécurisation du consommateur sur les aspects consommation environnementale, durabilité, mais qui nécessitent maintenant une vérification accrue, ou en tout cas même sur certaines appréhensions, une certification. Donc une liste qui est étendue, création d'un chapitre spécifique au label développement durable dans le Code de la consommation, qui va venir fixer l'obligation de faire intervenir un tiers indépendant afin de garantir la fiabilité du process. Une différence nette et marquée avec les certifications traditionnelles et un processus qui se veut, au regard du texte, transparent, public, avec des procédures de retrait en cas de non-respect. Donc une procédure qui peut avoir des impacts réputationnels, mais des impacts opérationnels extrêmement, extrêmement importants. L'information précontractuelle est également renforcée. On fait référence express à la garantie commerciale de durabilité et à l'indice de réparabilité. Et on vient abroger l'article 1111.6 du Code de la consommation. Donc, je vous le disais, il y a des implications sur le Code de la consommation. On les retrouve aussi en matière de Code de l'environnement, avec des 12 nouvelles pratiques déloyales qui sont ajoutées. Également, l'adoption d'un article L541.9.1 pour autoriser certaines mentions environnementales dès lors qu'elles sont justifiées par la satisfaction d'exigences précises. On le sait, actuellement, le droit français interdit de faire figurer notamment les mentions biodégradables, respectueux de l'environnement, ou toute autre mention équivalente. On est dans cette appréhension-là.
On est dans un contexte où aujourd'hui, il est clair que le point d'attention du gouvernement, aussi du gouvernement, mais aussi au niveau européen, est fixé sur la communication apportée aux consommateurs quant aux attraits, notamment environnementaux, qui sont des sujets dans notre conjoncture qui sont très importants hein, pour les clients et qui impliquent aujourd'hui une vigilance accrue en amont, avant la mise en place, avant la mise en place des éléments de communication et également une assistance, puisqu'on le voit, les contrôles qui sont conduits sur ces sujets-là vont conduire à des appréhensions terminologiques, sémantiques, et parfois un petit peu complexe puisque l'administration tâtonne un peu encore dans l'utilisation de ces textes et peut avoir, je le trouve moi, en tant que praticien, des interprétations extensives et extrêmement gênantes. Donc il faut aussi s'armer face à des contrôles sur lesquels les dispositions qui sont visées en termes de sanctions sont extrêmement importantes, extrêmement lourdes. On le verra, il y aura quelques exemples en jurisprudence qui ont été donnés sur des allégations utilisés par des commerçants hein, pour mettre en avant leurs produits, qui ont fait l'objet en correctionnel. Hein. Donc on se retrouve quand même devant le tribunal correctionnel avec la mise en cause de la responsabilité personnelle du dirigeant sur des sanctions d'amende assez importantes et potentiellement sur des peines d'emprisonnement. Donc voilà, ça c'était sur cette partie loi DDA-DUE. On suit bien évidemment l'évolution de cette loi. On vous tiendra informé. Vous le savez, Cabinet Gouache a une newsletter qui est récurrente, qui sort tous les mois sur ces sujets-là. Et on vous tiendra informé de l'avancée du projet de loi et de sa finalisation. On a choisi également de parler de la loi sur l'interdiction générale du démarchage téléphonique sans consentement préalable du consommateur. On savait hein, déjà qu'effectivement le consentement du consommateur est, j'ai envie de dire, un élément indispensable dans la mise en place d'un process de démarchage. La loi du 30 juin 2025 vient de le consacrer et elle consacre, outre cette dimension de consentement, l'interdiction de démarcher téléphoniquement sans consentement, sauf dans une appréhension qui était déjà retranscrite dans les textes en vigueur, de démarchage, ou en tout cas de prise de contact, puisqu'on est, à mon sens, plus dans le démarchage, qui vont être réalisés dans le cadre de l'exécution de contrats en cours qui parfois peuvent prendre, dans une dimension temporelle, un espacement un petit peu plus ou moins long. Donc aujourd'hui, la démonstration du consentement préalable pèse sur le professionnel et à défaut de cette démonstration, vous entrez sous une violation d'un texte qui impose une interdiction. Cette loi renforce également, alors on le sait, hein, on le verra, cette loi elle a été prise aussi dans un contexte où le démarchage était extrêmement important, notamment sur des travaux de rénovation énergétique, dans des domaines liés à la formation, dans lesquels il y avait des abus manifestes, mais cette loi a vocation générale, donc elle s'impose à vous si vous mettez en place, ce qui peut être normal, des processus de démarchage. Elle vient renforcer les sanctions applicables au délit d'abus de faiblesse lorsque ce délit est commis à la suite d'un démarchage téléphonique. Donc là, on a d'une certaine manière une circonstance aggravante, puisqu'on a un texte qui va porter les peines à 5 ans d'emprisonnement et 500 000 euros d'amende, contre 3 ans et 375 000 euros aujourd'hui. Donc le délit d'abus de faiblesse, on le sait, hein, c'est profiter de la situation considérée comme une situation de faiblesse au regard de la qualité même de la personne visée par l'action de démarchage. Donc, en fonction du persona du prospect, on peut facilement rentrer dans l'appréhension de ce texte. Donc, une appréhension de vigilance accrue, encore une fois, sur l'utilisation de ces process. Elle impose aux professionnels de mettre fin à l'appel sans délai si les consommateurs qui ont été démarchés s'opposent à la poursuite de la communication et leur interdit
de les contacter à nouveau. Alors naturellement, dans la gestion du process, ça implique aussi d'inscrire dans ce process des démarches pour éviter de se retrouver dans ce type de situation. Dans cette loi ici également, vous le verrez que certains secteurs, et je le rappelais, hein, c'était aussi cette raison qui ont conduit nos parlementaires à prendre cette disposition. La nouvelle loi interdit depuis le 1er juillet 2025 le démarchage téléphonique ou par voie électronique dans les secteurs de la rénovation énergétique et de l'adaptation des logements au handicap, à la vieillesse. Et la loi prévoit une interdiction de principe, et c'est là où je vous disais que on est passé de certains secteurs qui étaient visés par le texte aujourd'hui à une interdiction qui est générale. Elle prévoit une interdiction de principe du démarchage téléphonique sans consentement dans tous les secteurs à partir du 11 août 2026. Donc le 11 août 2026, c'est demain. Le démarchage téléphonique à compter de cette date ne sera possible que dans deux cas. Vous vous rappelez, si le consommateur a donné au préalable son accord à être prospecté de façon libre, et la preuve pèse sur le consommateur de façon spécifique, éclairée, univoque et révocable, ou lorsque l'appel porte sur un contrat en cours. Ce sont les deux seules exceptions qui devront être démontrées qui permettront le démarchage téléphonique. Et on le rappelle, ce sont des dispositions impératives qui s'imposent même si vous mettez en place un système qui vous permet en fait de sous-traiter ces opérations via des opérateurs qui peuvent être installés à l'étranger. Alors, une nouvelle disposition qui est aussi intéressante, et pas peut-être dans le cœur de votre activité, mais qui est un outil qui est de plus en plus employé. On sait qu'aujourd'hui, les aspects digitaux sont des aspects importants de la communication, de la commercialisation des produits, des méthodes de consommation qui sont en constante évolution et sur lesquelles aujourd'hui on a des consommateurs qui effectivement vérifient beaucoup hein, sur Internet euh, les mentions qui sont apportées à une société, à un produit, à des services qui sont rendus pour vérifier si effectivement elles peuvent y trouver les garanties de sécurité qui vont les rassurer dans leur démarche consumériste. Et aujourd'hui, on a une loi qui a été proposée au 26 mars 2025, qui n'a pas encore été finalisée, mais on est dans le suivi de cette proposition qui va compléter l'article L111-7-2 du Code de la consommation pour imposer aux professionnels de délivrer aux utilisateurs une information loyale, claire et transparente sur les modalités de publication et de traitement des avis en ligne, de préciser aussi si les avis ont fait l'objet d'un contrôle et le cas échéant indiquer les caractéristiques principales du contrôle mis en œuvre, d'afficher la date de l'avis et ses éventuelles mises à jour, d'informer le consommateur du motif du refus de publication, de mettre en place une fonctionnalité gratuite qui permet aux responsables des produits ou des services faisant l'objet, c'est pour les plateformes ça, hein, d'un avis en ligne, de lui signaler un doute sur l'authenticité de cet avis à condition que ce signalement soit motivé. Donc, hormis ce texte, il y a effectivement un texte qui se voit instauré, c'est l'article D111-10 du Code de la consommation, qui vient un peu dans le même état d'esprit, préciser que le professionnel devra mentionner l'existence ou non d'une procédure de contrôle des avis, la date de publication de chaque avis, comme on l'a vu, ainsi que l'expérience de consommation concernée par l'avis, les critères de classement des avis, parmi lesquels figure le classement chronologique, hein, qui permet aussi une vérification du consommateur éclairée et transparente, et dans une rubrique spécifique et facilement accessible, l'existence ou non de contreparties fournies en échange du dépôt d'avis et le délai maximum de publication de conservation d'un avis. Donc, des dispositions qui sont relativement encadrées et qu'il faudra vérifier de bien maîtriser, puisque cette procédure de contrôle des avis, on sait, hein, la DGCRF, quand elle vient vérifier notamment la communication digitale d'une entreprise, a toujours eu un focus hein, sur les avis, mais toujours sans base textuelle, hormis le fait que, effectivement, le fait de publier un avis non vérifié ou un avis non réel, hein, tout simplement, est une pratique trompeuse. Aujourd'hui, hormis cette appréhension, j'ai envie de dire, de fond,
Elle a un texte à disposition formel qui va permettre aussi de cadrer les obligations du professionnel et de venir les vérifier. Donc, encore une fois, des dispositions qui sont à maîtriser une fois que cette proposition de loi aura été prise. La proposition de loi prévoit notamment également de modifier l'article dont je parlais en prévoyant l'obligation de contrôler avant la diffusion d'un avis l'identité du consommateur, le justificatif d'achat du bien ou du service sur lequel porte l'avis. Et cette proposition est toujours en première lecture au Sénat. On la suit, comme comme les autres projets de loi dont on va pouvoir parler ou dont on a parlé, et on vous tiendra informé naturellement de l'avancée du texte. On a souhaité aussi parler de la directive sur l'accessibilité numérique, qui a pour objectif de rendre les sites Internet et les services numériques accessibles à tous. Cette directive européenne a listé des produits qui sont concernés, qui peuvent être des produits que vous commercialisez. Donc, on parle de téléphone, de téléviseurs, mais également de services de communication électronique, l'accès à des médias audiovisuels, des plateformes de vidéo, services de transport, les contrats et services bancaires. Et c'est l'ensemble de ces produits ou services numériques doivent répondre à des nouvelles exigences en matière d'accessibilité. Alors, elle est entrée en vigueur, hein, cette directive, déjà, le 28 juin 2025, et elle emporte de nouvelles exigences sur les produits. Alors, les produits doivent comporter des caractéristiques, des éléments, des fonctions permettant aux personnes handicapées d'accéder au produit, de le percevoir, de l'utiliser, de le comprendre et de le commander. Elle doit faire l'objet d'une procédure d'évaluation et de conformité, d'un marquage CE, présenté pour ces personnes-là, effectivement, qui sont dans une situation de handicap, un emballage accessible par une ouverture facile, un marquage tactile. Donc, ça se comprend dans l'appréhension des personnes visées, mais naturellement, effectivement, ça va avoir une appréhension beaucoup plus large au niveau, encore une fois, de tout ce qui est emballage, étiquetage, pour intégrer ces nouvelles obligations. Elles imposent aussi d'être accompagnées d'informations accessibles sur leur fonctionnement et de proposer aux consommateurs des services d'assistance tels que les services d'aide, des centres d'appel, d'assistance technique fournissant des informations sur l'accessibilité du produit, sa compatibilité avec technologies d'assistance via de modes de communication eux-mêmes accessibles. Alors, on parle de cette disposition qui est entrée en vigueur. Bien évidemment, elle ne s'applique pas à tout le monde. Il y a des exemptions pour les petites entreprises, puisque les entreprises de moins de 10 salariés ou qui ont un chiffre d'affaires annuel inférieur à 2 millions d'euros ne sont pas concernées par ces nouvelles dispositions. Également, si les produits ou les services, de par leur nature, ne peuvent pas être rendus accessibles, ce qui va peut-être conduire à un débat, hein. Effectivement, les professionnels pour cette catégorie de produits sont exemptés de la mise en application de ces dispositions. Et là, c'est encore une fois, on va avoir besoin effectivement au niveau de la législation nationale de peut-être d'éléments de référence pour appréhender cette exemption, si le coût de la mise en accessibilité est considéré comme disproportionné au regard du coût du produit ou du service qui est presté ou qui est vendu. Alors, une autre obligation très récente, elle a été recensée, a été publiée il y a quelques jours, c'est l'obligation de consacrer partiellement sa surface de vente à des produits sans emballage primaire. Donc, effectivement, un décret avait été pris en application du climat, en application de l'article de la loi climat et résilience. Ce décret qui vient d'être publié, il a pour objectif de définir les modalités de développement de la vente de produits de grande consommation sans emballage primaire, y compris dans une méthode de commercialisation en vrac. Alors, ces nouvelles dispositions, elles vont s'appliquer au commerce d'au moins 400 mètres carrés pour lequel les produits de grande consommation de manière cumulative, hein, représente au moins 5% du chiffre d'affaires. Le décret établit des objectifs
quantitatif à atteindre d'ici le 1er janvier 2030. Donc, on est sur un horizon relativement lointain, mais qui déjà emporte des applications, et une méthodologie de mesure de l'atteinte de ces objectifs en offrant des méthodes alternatives basées à la fois sur le chiffre d'affaires ou sur le nombre de références vendues. On va s'en expliquer. Alors, comment l'objectif est mesuré? Les enseignes qui sont concernées, on a revu le périmètre, devront atteindre au moins 20% de ventes de produits sans emballage primaire, mais elles pourront choisir dans leur méthode de calcul de l'appréhender soit en surface de vente dédiée à ces produits, 1%, c'est significatif, hein, soit en part de chiffre d'affaires hors taxe généré par les dits produits, soit en part de volume des ventes, le nombre de références vendues sur le volume global. Au regard des dispositions du décret, il convient de retirer que les produits dont la vente en vrac est interdite ne seront pas concernés par ces dispositions. 75% des ventes de certaines catégories sensibles ont déjà engagé dans le pré-emploi, boissons alcoolisées, cosmétiques, également ne seront pas considérées. Donc, encore une fois, une disposition effectivement avec un horizon lointain, mais qui impose déjà des appréhensions de mise en place pour des acteurs qui sont quand même assez nombreux au regard du périmètre, hein, surface de vente au-delà de 400 mètres carrés, il y en a. On en accompagne pas mal et qu'il faudra appréhender et sur lesquels on est déjà affairé. Donc on a passé cette première partie d'une sélection des nouvelles dispositions législatives afférentes effectivement au droit de la consommation, qui me permet d'enchaîner euh, sur les actualités, essentiellement jurisprudentielles cette fois-ci, qui ont trait aux obligations des professionnels sur les contrats de consommation. On verra, on va parler quand même pas mal de l'enchevêtrement des dispositions protectrices afférentes aux clauses abusives, mises j'ai envie de dire, en coordination, en relation avec le principe processuel de l'autorité de la chose jugée. On a eu un arrêt assez important qui a été rendu fin d'année dernière par la Cour de justice de l'Union européenne et qui, dans ses grands principes, a été repris par la Cour de cassation dans un arrêt plus récent qui a été rendu en juin 2025. On reparlera de principes que vous connaissez, mais qui sont sources d'application, donc qui sont toujours intéressants d'appréhender, notamment la notion de bien nettement personnalisé dans une appréhension effectivement de droit de rétractation, qui là, cette fois-ci, a été appliqué à un site Internet. La nullité également, on appréhendera la nullité, la notion de nullité d'un contrat conclu au rétablissement pour non-respect, j'ai envie de dire, du formalisme d'information sur la médiation à la consommation qui est imposée à tout professionnel. Et l'application, là c'est toujours aussi des sujets qui sont source d'interprétation, mais aussi de précision jurisprudentielle, la frontière entre ce qui est considéré comme l'ordre du professionnel ou l'ordre de l'office de la protection afférente au droit de la consommation, mais qui peut aussi porter sur la protection de certains professionnels qui exercent en dehors de leur activité. On verra aussi que la Cour de cassation est venue clarifier l'enchevêtrement des délais sur la garantie des vices cachés entre le délai biennal et le délai butoir, le délai global d'action. Encore une fois, sur ce périmètre professionnel consommateur, la non-application des clauses abusives au contrat conclus par des professionnels dans leur appréhension professionnelle, donc des contrats qui sont conclus comme des contrats B2B au final, et l'obligation d'information renforcée pour la protection du consommateur sous peine de nullité. Alors tout d'abord, effectivement, je veux vous parler d'une jurisprudence intéressante puisqu'elle met en balance deux, j'ai envie de dire, deux dispositions, une processuelle, une de protection consumériste, mais qui sont des dispositions importantes. D'une part, en fait, la protection des consommateurs contre les clauses qui sont considérées comme déséquilibrées, donc les clauses abusives,
donc vous le savez, hein, qui vous oblige, hein, avec une liste de clauses, mais également une appréhension de l'équilibre de la clause qui peut être soumise au juge, et d'autre part, sur une disposition processuelle qui est aussi une disposition qui a vocation potentiellement à protéger les professionnels qui font l'objet d'actions de consommateurs, qui est l'autorité de la chose jugée, qui sont mises en balance, et on verra, ce sujet a été porté devant la justice européenne et ensuite repris en application par la Cour de cassation. Alors, une question préjudicielle avait été posée à la Cour de justice de l'Union européenne sur le fait que la disposition de l'article 7, paragraphe 1 de la directive 93/13 doit-il être lu en ce qu'il impose à une juridiction nationale d'examiner le caractère éventuellement abusif d'une cause? On le sait, hein, cette directive, c'est la directive de protection des consommateurs, alors que la clause a déjà été examinée par une autre juridiction nationale qui a rendu, du coup, une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée. Et alors que devant cette première juridiction, c'est important aussi de le préciser, le consommateur n'avait pas été assisté d'un avocat. On rappelle, l'article 7 que je citais dispose que les États membres veillent à ce que dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens efficaces et adéquats existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus entre consommateurs par un professionnel. Alors, cette mise en balance, elle ressort, hein, de cet arrêt dans lequel la Cour de justice de l'Union européenne va rappeler l'importance de l'intérêt public que constitue la protection des consommateurs. On le sait, il y a alors s'il peut y avoir des équipes dans certaines clauses, il y a un rééquilibrage très fort dans l'appréhension de la protection. Et la Cour de justice de l'Union européenne rapporte et rappelle l'importance de l'intérêt public de cette protection. Mais elle rappelle aussi, et il était important de le faire, je pense, l'importance du principe de l'autorité de la chose usée. Mais elle va, dans cette mise en balance, rappeler que le droit de l'Union n'impose pas, en principe, au juge national d'écarter l'application des règles de procédure interne conférant l'autorité du juge à une décision juridictionnelle, même si cela permet de remédier à une situation nationale incompatible avec ce droit. Dès lors, pour la Cour de justice européenne, c'est là l'enjeu de cet arrêt, il appartenait pour elle à la juridiction de vérifier que la première décision juridictionnelle, on le rappelle, hein, le consommateur en l'occurrence n'avait pas été, avait saisi lui-même la juridiction, avait été dûment signifiée au consommateur avec l'indication des voies de recours dont il disposait, et qu'il n'existait pas d'autres raisons particulières liées au déroulement de la procédure, telles que l'absence de motivation de la décision, qui auraient pu l'empêcher de dissuader le consommateur d'exercer utilement ses droits procéduraux. Donc, dans cette mise en balance, au final, j'ai envie de dire, c'est un jugement de Salomon, mais elle remet quand même une priorité sur la protection des consommateurs, mais n'enlève pas sa force et sa vigueur à l'autorité de la chose jugée, mais elle va imposer en revanche à la juridiction d'aller vérifier si effectivement le consommateur a été mis dans une appréhension de comprendre bien l'enjeu de la première décision dans lequel il a déjà fait valoir ses droits de manière seule. C'est une mise en balance, j'ai envie de dire, un peu au profit de la protection du consommateur, mais dans lequel on n'annule pas le principe de l'autorité de la chose jugée. Et on le retrouve en application par un arrêt rendu par la Cour de cassation qui va considérer qu'effectivement, dans une appréhension un peu similaire, le fait d'avoir rendu une décision en portant une analyse au fond des clauses considérées, en l'occurrence non considérées comme abusives, et étant entrées en force de chose jugée, n'empêchait pas dans une autre instance judiciaire liée aux mesures d'exécution forcée qui avaient été conduites contre un emprunteur, en l'occurrence particulier, malgré cette autorité de chose jugée, de reprendre une analyse du caractère déséquilibré des clauses. Donc on voit dans cette mise en balance, encore une fois, on a une priorité, une primauté qui est
qui est instauré à l'égard de la protection des consommateurs avec la possibilité, malgré le fait que les plaideurs disaient ce sujet a déjà été jugé, ce sujet est entré en force de chose jugée, la possibilité de prévoir un nouvel réexamen au niveau d'une instance ayant trait non pas au fond du dossier, mais aux mesures d'exécution forcée conduites sur la base des décisions déjà rendues. La Cour de cassation, en 2025 aussi, a rendu un arrêt de clarification sur l'enchevêtrement entre le délai biennal d'action en matière de garantie des vices cachés et le délai butoir de 20 ans. Effectivement, elle rappelle que le délai applicable pour exercer en l'action en garantie des vices cachés en présence d'un vice avéré sur le bien vaincu doit être distingué en distinguant le délai de prescription de 5 ans, hein, qui est fixé, vous le savez, par l'article 110K du Code de commerce, démarrant à la vente initiale du produit, le délai de 2 ans prévu par l'article 1648 du Code civil courant à partir de la découverte du vice. La solution de cet arrêt, c'est que l'action en garantie des vices cachés est bien soumise au délai de 2 ans, compté de la découverte du vice, classique, hein, ça c'est repris par le texte, ou en cas d'action récurseur à compter de l'assignation. Néanmoins, ce délai de prescription ne pourra excéder un délai butoir assez large, hein, mais quand même de 20 ans, à compter de la naissance du droit, soit appréhendé comme la date de la vente. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, hein, c'est quelque chose qui était déjà inscrit dans la jurisprudence, mais cette décision aligne la jurisprudence avec les arrêts rendus en chambre mixte en juillet 2023, excluant explicitement l'application stricte du délai de 5 ans du Code de commerce sur l'enchevêtrement de ces deux délais. La notion, alors, en matière de jurisprudence, on a recensé aussi un arrêt sur une question qui revient systématiquement. On regarde notamment de certains produits qui sont commercialisés, mais là, en l'occurrence, c'est sur un service, hein, mais qui sont commercialisés dans une appréhension de spécification, de personnalisation du produit aux besoins du client. Et là, en l'occurrence, bon, c'est un arrêt de la Cour d'appel de Douai qui vient effectivement préciser cette question sur un site internet, puisque le professionnel éditeur expliquait que le site avait été réalisé pour répondre aux spécifications précises du client qui avait fait la commande de ce site. On le rappelle, hein, le droit de la consommation peut s'appliquer à un contrat entre deux professionnels, parce qu'en l'occurrence, là, aussi bien le prestataire, l'éditeur, que le professionnel qui était à la commande étaient des professionnels. Le projet peut s'appliquer, le code de la consommation peut s'appliquer à des contrats entre professionnels lorsque l'objet du contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité, ou lorsque le nombre de salariés de ce professionnel est inférieur ou égal à 5 ans. Donc effectivement, bon, cette appréhension-là, alors qui n'est pas l'appréhension de la personnification du bien, mais qui est l'appréhension de l'application des dispositions de la consommation, on le retrouve notamment on a pu nous le retrouver dans le cadre de contrôle de la DGCRF, notamment sur des dispositions, ou en tout cas des pratiques mises en place vis-à-vis de professionnels, notamment au regard de la location financière de certains biens à des professionnels qui nécessitent effectivement d'appréhender ces dispositions pour regarder le nombre de salariés ou l'objet du contrat. Alors, la question centrale de cet arrêt, c'était de savoir si un site Internet est un bien nettement personnalisé. Potentiellement, je pense que oui. Mais là, en l'occurrence, ce que la Cour d'appel va relever, c'est que le site était un site vitrine standard avec des options qui pouvaient être choisies par le professionnel et qui pouvaient cocher, qui étaient mises à la disposition de l'ensemble des clients. Flash info, diaporama, newsletter, témoignages. Et de cette vérification, de ce constat, la Cour d'appel va en déduire que ces seuls éléments ne sont pas suffisants pour caractériser une confection personnalisée au regard des spécifications et des objectifs et des besoins du client, ce qui du coup implique l'inapplicabilité des dispositions protectrices du Code de la consommation. Une décision, somme toute, assez logique au regard des éléments factuels repris dans cet arrêt. La Cour de cassation, en 2025, a également eu la possibilité
de rappeler hein, le formalisme rigoureux afférent aux éléments contractuels euh, conclus entre un professionnel et un consommateur. Et c'était une question qui portait sur le fait de savoir si un bon de commande devait obligatoirement mentionner la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Alors, la Cour, dans cet arrêt, elle rappelle le principe, hein, le rappelle que le contrat hors établissement doit comporter à peine de nullité une mention sur la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. C'est vraiment une disposition qui est applicable sous peine de nullité. Donc dès lors, la Cour d'appel qui avait écarté ce grief de nullité, ne pouvait écarter la nullité au motif que l'acheteur n'avait pas exprimé le souhait de saisir un médiateur, parce qu'en fait la Cour avait relevé, bon, dans une certaine appréhension d'opportunité, que effectivement le consommateur, en l'occurrence, avait trouvé un accord avec le professionnel dans lequel il s'était mis d'accord avant de revenir sur cet accord pour saisir la juridiction, et du coup n'avait pas mis en œuvre, dans l'appréhension de ce protocole transactionnel, n'avait pas mis en œuvre sa possibilité légale de saisir un médiateur de la consommation. Et la Cour va censurer la Cour d'appel, considérant qu'elle n'avait pas démontré que l'acheteur avait une connaissance précise de toutes les irrégularités affectant le bon de commande, qui en l'occurrence ne mentionnait pas la possibilité de saisir un médiateur à la consommation. Donc un formalisme encore plus rigoureux, parce qu'on voit que là, c'est un formalisme que la Cour de cassation considère applicable au niveau du bon de commande. Donc effectivement, et sous peine de nullité, qui permet, ce qui est un peu plus logique, on va le dire, hein, à un consommateur qui, même dans le cadre, j'ai envie de dire, dans l'application de ses droits, n'en a pas sollicité l'application, de pouvoir le revendiquer au titre de la nullité du contrat conclu. Dans le cadre de cette appréhension des jurisprudences, effectivement, des décisions qui ont été rendues en matière de dispositions de consommation, la question a été posée à la Cour de cassation de l'application du droit de rétractation à une SCM, une société civile de moyens. On rappelle, l'article 221.3 du Code de la consommation étend le droit de rétractation au contrat conclu au rétablissement entre deux professionnels, à condition que l'objet du contrat ne relève pas de l'activité principale du professionnel concerné, que le professionnel emploie 5 salariés au mois. Là, en l'occurrence, c'est un sujet qu'on a vu assez fréquemment. La question portait sur la location d'un photocopieur par une SCM dont l'objet social était la fourniture de moyens à des membres qui étaient en l'occurrence des kinés, des masseurs-kinésithérapeutes. Est-ce que cette SCM qui était le co-contractant pouvait-elle bénéficier du droit de la rétractation? La Cour de cassation rappelle que l'activité principale d'une société civile de moyens doit s'apprécier au regard de l'activité professionnelle de ses membres. Elle en déduit que la location ne fait pas partie de l'activité principale des masseurs kinésithérapeutes membres, ce qui ouvrait du coup le droit à la société civile de moyens, qui ne disposait pas de plus de 5 salariés, de pouvoir solliciter l'application des dispositions protectrices du droit de la rétractation. Donc encore une fois, j'ai envie de dire une application extensive de ces règles de protection, de ces règles afférentes à la protection des consommateurs, à certains professionnels qui exercent en dehors de leur activité professionnelle, avec toujours une appréhension de démontrer qu'effectivement, ce qui est assez logique hein, pour des kinés, qu'on n'est pas dans l'objet même hein, de l'activité dans l'activité professionnelle, et également cette appréhension du périmètre. Là, alors là, c'était particulier parce que le périmètre a été appréhendé sur la société civile de moyens, mais qu'on n'est pas dans le périmètre de 5 salariés qui permet aussi de revendiquer l'application de cette protection. Là, en revanche, un petit peu à rebours, un arrêt rendu par la Cour de cassation, la première chance civile, sur la non-application des clauses abusives au contrat professionnel, avec au fait d'espèce une personne physique qui avait conclu un contrat avec une société de stockage pour la mise à disposition d'un local. Les parties avaient convenu également d'une autorisation de transfert de propriété en cas de retard de paiement. La propriété des biens stockés
revenait à la société de stockage à titre d'indemnisation. Et la question qui se posait, c'était la question de l'équilibre de cette clause et de savoir, dans le cadre de cette appréhension-là, si les dispositions, alors du code de la consommation, hein, parce qu'on sait qu'il y a des mécanismes de rééquilibrage qui sont aussi existants dans le code de commerce, hein, des équilibres significatifs, mais là, on était sur l'appréhension consumériste, protection du droit de la consommation. Est-ce que les dispositions relatives aux clauses abusives peuvent-elles s'appliquer à ce contrat? La Cour d'appel avait débouté la personne physique et refusé d'appliquer les dispositions relatives aux clauses abusives au motif que l'emplacement avait en réalité été utilisé par une société dont la personne physique contractante était le dirigeant. Donc cette société avait fait un pourvoi en cassation et la Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant que de seules constatations dressées par la Cour d'appel à appréciation souveraine de celle-ci, elle en a exactement déduit que le contrat avait été conclu à des fins professionnelles et que c'était donc pas dans l'appréhension du plaideur, de l'appréhension de cette application des dispositions des clauses abusives, que cette clause pouvait être annulée. Donc, cette fois-ci, une non-application des clauses abusives au contrat professionnel dans le cadre d'un contrat conclu par un particulier, mais pour les besoins de son activité professionnelle. Donc là aussi, encore une fois, en lien avec ce qu'on a évoqué tout à l'heure, un rappel par application jurisprudentielle des obligations d'information renforcées pour la protection du consommateur. Au cas d'espèce, un consommateur a invoqué des irrégularités dans le bon de commande pour demander l'annulation du contrat principal et du crédit affecté. Et dans cette appréhension-là, la Cour d'appel rappelle que la méconnaissance des obligations d'information entraîne la nullité du contrat et non des sanctions administratives, que tout contrat conclu au rétablissement doit contenir les informations prévues de manière lisible et compréhensible sous peine de nullité. La mention d'un délai global d'exécution ne suffit pas à informer précisément le consommateur sur les échéances et les différentes obligations du vendeur, et que le contrat doit impérativement mentionner la possibilité pour le consommateur de recourir à un médiateur à la consommation. Toutes ces dispositions d'information des droits du consommateur sont souscrites à peine de nullité. Donc un rappel, encore une fois, dans l'appréhension de ce qu'on disait sur d'autres applications, des règles très protectrices et le formalisme très encadré de l'information que vous donnez à vos clients et de cette application jurisprudentielle. Alors, la troisième partie va nous permettre, on va peut-être un peu accélérer, parce que c'est vrai qu'on a déjà passé pas mal de temps, d'aborder l'actualité sur les pratiques commerciales trompeuses, un sujet extrêmement important du droit de la consommation. Je le rappelais de manière peut-être un peu imagée, mais cette qualification de pratique commerciale trompeuse est extrêmement employée. C'est un peu le fourre-tout du droit de la consommation. Et on va voir, pour que vous ayez bien à l'esprit comment sont appréhendées ces dispositions, quelques illustrations jurisprudentielles, notamment une appréciation au regard de la communication et des allégations sur un produit dans une appréhension d'une procédure pénale, puisque c'est une procédure qui avait été portée certainement par défaut de transactions proposées ou acceptées devant le tribunal correctionnel. Dans une autre appréhension, dans d'autres appréhensions, puisqu'on le verra, aussi, ces dispositions des pratiques commerciales trompeuses et déloyales peuvent servir de moyen, de fondement à des actions en concurrence déloyale. Et on verra deux arrêts notamment de condamnation assez importants de la chaîne de distribution Lidl sur des pratiques publicitaires, alors contre Carrefour et contre Intermarché, et une condamnation de Total Énergie également dans un litige auquel elle était opposée à l'association Greenpeace. On verra également la possibilité de fonder une action en concurrence déloyale en présence d'une pratique commerciale trompeuse qui présente un lien direct avec la promotion et la vente ou la fourniture d'un produit au consommateur. Et un arrêt de la CJUE assez intéressant sur la précision de la notion de publicité comparative au regard de l'absence de relation de concurrence. Alors, j'ai envie de dire, la première jurisprudence, elle est intéressante pour illustrer le cadre dans lequel on peut se retrouver sur ce sujet d'allégations environnementales quand on fait l'objet d'un contrôle de la DGCCRF.
Je vous le rappelais quand on abordait notamment la présentation de la loi DDA-DUE, le renforcement des pouvoirs de l'administration. Quand on a affaire à une qualification de pratique commerciale trompeuse, on va être dans l'appréhension et dans la mise en œuvre d'une procédure pénale. Procédure pénale qui peut donner lieu à différentes suites, notamment bon, une suite corrective. Quand on a cette appréhension-là, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Donc, dans une suite transactionnelle dans laquelle on peut, la plupart du temps, essayer de trouver un accord équilibré avec l'administration, ou à défaut d'accord, quand vous n'êtes pas d'accord, ou quand l'administration veut faire un exemple, on peut se retrouver, comme ce fut le cas de la société Bayardan, bien connue du côté de Bordeaux, dans une procédure correctionnelle et être conduit à venir s'expliquer devant un juge correctionnel. Et le 16 janvier 2025, du coup, le tribunal correctionnel de Bordeaux a condamné la société Bayardran. Vous la connaissez peut-être, c'est une société qui fait des très très bons cannelés du côté de Bordeaux, pour sa communication qu'elle a considérée comme étant trompeuse sur la fraîcheur de ces fameux cannelés, sur le mode de fabrication de ces produits et sur les qualités substantielles des ingrédients. Alors, elle s'est fondée sur le Conseil paritaire national de la consommation, hein, qu'on connaît, qui est composé d'organisations professionnelles et d'organisations de défense des consommateurs notamment, et qui vient fixer certaines règles d'interprétation notamment, qui va apporter trois conditions sur l'aspect fraîcheur pour admettre l'utilisation du terme frais. Donc, cette doctrine, on va dire, était relayée certainement hein, par la DGCCRF pour emporter, j'ai envie de dire, une certaine publication. Et elle exprimait le fait que pour pouvoir utiliser le terme frais, la denrée alimentaire devait avoir été conservée, devait conserver ses caractéristiques essentielles qui étaient présentes au moment de la fabrication. La denrée ne devait pas avoir été conservée grâce à l'emploi d'un traitement ou à l'addition de toute substance destinée à stopper l'activité des enzymes et de la microflore, et avoir été produite depuis au moins de 30 jours. Ce que le tribunal va relever, alors ce que le tribunal va relever sur la base des constats dressés par la DDPP de Gironde, elle va retenir que les enquêtrices, en l'occurrence, avaient constaté que les locaux de l'entreprise, une quantité importante de cannelés dans des congélateurs, sur lesquels figurait l'allégation frais, sur les emballages et également des constats établis sur le site internet de l'entreprise. Et elle va considérer effectivement dans une appréhension que les critères qu'on a rappelés établis par le CNC n'étaient pas vérifiés, et en tout cas n'étaient pas démontrés et justifiés par la société Bayard. Le tribunal va aussi sanctionner la société sur l'allégation naturelle. Et encore une fois, ça témoigne aussi en fait de la nécessité d'aller chercher dans la communication des sources qui sont parfois, moi je considère un petit peu confidentielles, puisqu'en l'occurrence, le moyen de vérifier l'appréhension de l'allégation naturelle résultait d'une note interne de la DGCRF. Donc la DGCRF établit elle-même ses propres notes qui précisaient le cadre de l'emploi de ce terme. Le terme naturel pour la DGCRF, c'était l'emploi qui devait être adapté aux produits provenant de la nature, présentés aux consommateurs en l'état, ou après une transformation mécanique n'entraînant pas de modifications profondes au regard des ingrédients, et notamment. Donc, au regard de enfin, l'appréhension de la DDPP, c'est que la société Bayardan devait connaître sa note et devait l'avoir à exprimer. Et en l'espèce, bon, ce qui était relevé, ce qui n'était pas contestable, je pense, c'est que ce caractère naturel et noble était mis en avant et qu'il n'était pas vérifié au regard de cette note et des critères fixés par cette note, puisque les enquêtrices avaient relevé la présence d'additifs et d'arômes de synthèse dans les ingrédients employés, alors que la communication de la société Bayardan, en l'occurrence, était axée sur l'utilisation de matières nobles telles que le rhum brun et la vanille bourbon. Donc une condamnation assez importante, puisqu'on voit qu'au regard de cette procédure, hormis éventuelles peines d'amende, hormis les peines de prison qui ont pu peut-être être écartées, la société Bayardan a quand même été condamnée à une peine d'amende de 100 000 euros. Donc, un autre cadre, mais un cadre intéressant, c'est comment appréhender aussi ces règles, j'ai envie de dire, de transparence et de vérification
des mentions apportées à votre publication lorsque c'est votre concurrent qui les met en avant et que du coup, vous vous appréhendez comme déloyale et trompeuse vis-à-vis du consommateur car non fondée et qui vous emporte un préjudice. Alors, une première illustration de cette situation-là, qui est une situation d'action de concurrence par manquement à une loi ou une disposition réglementaire, a été rendue, un contentieux qui avait été commenté par la Cour de cassation le 4 juin 2025, qui apporte certains enseignements. La société Legal, en l'occurrence, au niveau des faits, diffusée depuis plusieurs années, hein. Et chaque semaine, des publicités télévisées nationales sur des produits alimentaires et non alimentaires à des prix très attractifs. Et dans le cadre de ces publicités, elle mentionnait le fait que ces produits étaient disponibles sur le site internet de Lidl, sur une liste de magasins disponibles sur le site internet de Lidl qui devait indiquer, ce qui était le cas, les points de vente ou les produits promus. En revanche, son concurrent, hein, en l'occurrence la société Carrefour, il y a eu quelques débats entre Carrefour et Lidl, hein, avait considéré que la publicité était trompeuse, on le verra pour les raisons qu'on va exprimer, et que du coup, le caractère trompeuse de cette publicité conduisait à la mise en œuvre d'actes de concurrence déloyale à son préjudice. Et elle avait saisi, du coup, le tribunal de commerce, ensuite la cour d'appel, et dossier qui était ensuite parti devant la cour de cassation. La question centrale du dossier, c'était de savoir si les publicités télévisées de Lidl constituaient des pratiques commerciales trompeuses. On le rappelle, notamment une des dispositions du Code de la consommation dispose qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, des indications ou des présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur l'existence, la disponibilité ou la nature du bien ou du service. Le grief que faisait Carrefour sur les publicités télévisées concernées, c'est que certes, effectivement, Lidl avait bien informé du fait que la liste était à disposition des consommateurs intéressés sur son site internet, mais qu'en l'occurrence, elle ne précisait pas clairement que l'opération était limitée à une minorité de points de vente. 13%, puis l'évolution de la publicité, ensuite 34%. Et que les autres supports publicitaires, les réseaux sociaux, la presse écrite, relayaient le même message, cette fois-ci sans restriction. Le consommateur pour Carrefour était ainsi incité à se rendre dans le magasin le plus proche, pensant y trouver les produits promus, qu'il ne pouvait, dans certaines appréhensions, pas retrouver, dans la mesure où potentiellement il se retrouvait dans un point de vente qui n'était pas concerné par l'opération. En l'occurrence, la Cour de cassation va établir son reproche à la Cour d'appel sur le fait de ne pas avoir recherché dans son analyse si les publicités télévisées permettaient aisément aux consommateurs de comprendre que les produits n'étaient accessibles que dans une minorité de magasins. On rappelle, la publicité disait je vous renseigne sur mon site internet sur la liste des magasins concernés. Bon, la Cour de cassation nous dit que ce n'est pas suffisant. En fait, il faut déjà que le consommateur comprenne qu'on est sur une liste de magasins ou un nombre de magasins relativement limité. Donc le consommateur, qui va peut-être pas faire la vérification d'aller voir sur le site, ne se dise pas, bon, de toute façon, Lidl lance une campagne nationale, bon, je vais aller chez mon Lidl le plus proche, je vais retrouver l'offre. Elle n'avait pas non plus vérifié si la liste des magasins était difficilement accessible ou non. Et si la communication sur les autres supports, réseaux sociaux, presse, ne taisait pas la limitation de disponibilité. Et si au vu de l'ensemble de ces éléments, le consommateur était amené à croire faussement que la disponibilité était assurée dans tous les magasins de l'enseigne, ou au contraire, s'il était informé de manière transparente, bon, qu'un certain nombre de magasins, en tout cas, proposaient ces offres promotionnelles. Et la cassation porte du coup sur le fait de s'être limité à constater que les publicités mentionnaient l'existence d'une liste et que le produit était disponible dans les magasins listés, sans effectuer ces recherches complémentaires. L'appréhension du coup de cette décision, c'est que pour la Cour de cassation, et là encore une fois, ça nous offre un guide important dans la communication et potentiellement aussi dans l'appréhension
et des offres promotionnelles qui sont mises en avant par vos concurrents, le juge doit apprécier l'effet trompeur au regard de l'ensemble des supports de communication utilisés par l'annonceur, et non support par support, et par la précision des dispositions, des informations qui sont données aux consommateurs. Donc un arrêt qui, sur, j'ai envie de dire, la grille de lecture informative du consommateur dans le cadre de la mise en place d'une publicité d'envergure nationale, qui est importante et qui est riche d'enseignements. Assez logique, assez cohérente, mais riche d'enseignements. Alors Lidl, décidément, qui n'a pas de chance, un contexte aussi, peut-être aussi où les décisions sont rendues dans le même temps, hein, qui a aussi pris une décision négative rendue par un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris là, récemment, en juillet 2025, cette fois-ci non pas contre Carrefour, mais contre son autre concurrent, Intermarché, euh, dans lequel du coup, effectivement, la Cour rappelle qu'est interdite sur des chaînes de télévision la publicité portant sur des opérations qui sont limitées dans le temps ou concernent un stock limité de produits. Or, en l'espèce, la Cour va considérer que la société Lidl indique qu'elle ne garantit pas la disponibilité des produits. Elle souligne que l'information selon laquelle les produits ne sont disponibles que dans un certain magasin selon une durée suffisante ne figure pas en termes suffisamment clairs et intelligibles. Ça renvoie à la même idée de l'arrêt de la Cour de cassation, hein. C'est vraiment la transparence, la précision apportée sur le périmètre de l'opération promotionnelle au regard du support dédié et que les spots télévisés sont ainsi de nature à induire le consommateur. Et là, c'est assez intéressant sur la réparation du préjudice. Là, il y a eu un débat entre les parties. ITM avait proposé une méthode d'évaluation qui considérait effectivement, on regarde, d'expertise financière, naturellement, sur des sujets comme ça. On est sur des publicités qui ont été diligentées pendant près de 10 ans, presque 8 ans, 8 ou 9 ans, donc des montants assez importants. ITM avait proposé une méthode d'évaluation qui était de considérer effectivement qu'elle n'avait pas pu acquérir dans un contexte aussi où ITM acquiert des parts de marché, mais qu'elle n'avait pas pu potentiellement acquérir d'autres parts de marché. Et est une méthode d'évaluation qui est présentée par la Cour d'appel de Paris dans ses lignes directrices sur la méthode d'évaluation en matière de concurrence déloyale. Mais là, la Cour d'appel ne va pas rentrer dans l'appréhension de cette évaluation euh, parce qu'elle va écarter cette méthode consistant dans le fait de comparer les résultats réalisés par ITM pendant la période des diffusions des publicités avec ceux qu'elle aurait pu obtenir, considérant que potentiellement, ce qui était peut-être exact d'ailleurs, hein, la société Lidl avait mis en place une stratégie, certainement, qui n'était pas juste une stratégie publicitaire, mais une stratégie, j'ai envie de dire, de concept, qui aurait pu la conduire également à évoluer. Donc, qui n'était pas lié à cette seule stratégie publicitaire. En revanche, je vais aller un petit peu vite euh, sur la réparation du préjudice, ce qui est intéressant, c'est que la Cour va rentrer en revanche dans la consécration d'une méthode que nous employons et qui est une méthode qui est employée dans ce type d'appréhension, qui est la méthode qu'on appelle la compagne miroir, qui consiste à estimer en fait les frais qui ont été occasionnés pour compenser la publicité low-tissue. Donc là, ce qu'elle va prendre en considération, c'est le coût de la publicité. C'est peut-être une méthode plus objective et effectivement plus cohérente pour illustrer, lorsque c'est le cas, hein, mais pour illustrer ce type de préjudice. Donc là, elle va prendre en considération en fait les campagnes de publicité qu'Intermarché a dû conduire, diligenter, pour compenser ce désavantage concurrentiel résultant d'une opération publicitaire illicite, en tout cas considérée comme illicite. Pour aboutir à une sanction, encore une fois, on est sur des montants publicitaires exorbitants, hein, mais sur une sanction extrêmement importante, puisque la société Lidl va finalement, sur la base de cette évaluation, être condamnée à réparer un préjudice de mémoire à hauteur de 43 millions d'euros. Donc, encore une fois, ce qui illustre l'enjeu de ce type d'action en concurrence déloyale par manquement à la loi. Alors, dans un autre prisme, effectivement, le tribunal judiciaire, puisque là on a affaire à une association qui portait un litige contre la société Total Energy, avait conduit cette association Greenpeace à saisir le tribunal judiciaire, puisqu'elle reprochait à Total Energy de tromper ses consommateurs via des allégations sur son ambition de neutralité carbone d'ici 2050. On l'a revu, hein, la directive
greenwashing évoque ce sujet, la loi DDA-DUE va le reprendre et va l'instaurer comme pratique commerciale trompeuse. Son rôle d'acteur majeur de la transition énergétique, les qualités prétendument écologiques du gaz fossile, bon marché, moins émettrice, et les bénéfices des agrocarburants. Donc c'est une action qui a été intentée sur des pratiques commerciales trompeuses, et le tribunal va opérer une distinction, là, dans l'appréhension factuelle, entre les communications institutionnelles, donc celles qui visaient à informer sur la stratégie du groupe. Là, elle va juger que ce n'était pas en relation directe avec la promotion des ventes. Et les communications commerciales, donc les communications à destination des clients de Total Energy sur le site commercial notamment dans une section Pourquoi nous choisir, dans laquelle elle vantait en fait, elle vantait les effets, j'ai envie de dire les aspects positifs de son offre, qui vont être jugés, elles, de manière assez logique, comme ayant un objectif commercial direct. Et c'est sur ce second type de communication que la condamnation va être prononcée par le tribunal judiciaire de Paris, qui va considérer comme trompeux notamment les allégations sur la neutralité carbone pour deux raisons. Par la référence implicite à l'accord de Paris, l'expression neutralité carbone fait écho aux objectifs de l'accord de Paris, qui implique une réduction drastique et immédiate de l'usage des énergies fossiles, ce qui induit en erreur le consommateur, puisque cette réduction n'était pas vérifiable et vérifiée, et une contradiction avec la stratégie réelle, puisque ce qu'avait mis en exergue l'association, c'est qu'il y avait de manière concomitante une hausse des investissements dans le pétrole et le gaz, ce qui ne pouvait pas donner de la cohérence à l'allégation portée. Donc, donc cette jurisprudence, ça nous rappelle quelques principes. Une allégation environnementale, on l'a revu tout à l'heure, doit être claire, proportionnée, dénuée d'ambiguïté, justifiée par des éléments précis et vérifiables. Elle doit avoir un impact significatif et elle ne doit pas permettre d'absence de déplacement de population, de pollution. Bon, ça c'est aussi une action qui permet d'illustrer, comme on l'a vu sur Lidl, mais peut-être dans un autre cadre, une action entre deux groupements de pharmaciens, qui effectivement, un groupement de pharmaciens considérait qu'un groupement concurrent trompait le consommateur de mémoire sur le fait que son ancienneté. Ce groupement concurrent évoquait le fait qu'il était en activité depuis une vingtaine d'années, sur le nombre de ses membres et sur un membre en particulier que le demandeur avait identifié comme ne faisant pas partie du groupement. Donc elle considérait effectivement bon, que cette communication avait, avait du coup un caractère trompeur pour les clients et du coup pouvait fonder une action de concurrence déloyale. Et là, l'appréhension, c'était de savoir, encore une fois, c'était de savoir s'il y avait un lien direct avec le consommateur, puisque les défendeurs exprimaient le fait que ces communications étaient diligentées uniquement vis-à-vis d'un public de professionnels, puisque leur site internet visait des pharmacies et des laboratoires, si je me souviens bien, et qu'en l'occurrence, du coup, on n'était pas sur une appréhension de tromper le consommateur. Et là, la Cour de cassation va nous dire, en fait, cette appréhension-là, elle doit être aussi portée avec le caractère, j'ai envie de dire, de la communication indirecte, c'est-à-dire que au regard de cette communication, on vise certainement des professionnels, mais il faut aussi vérifier si cette communication n'a pas, in fine, un lien direct avec le consommateur. Et donc faire une dichotomie, effectivement, si ça a un lien avec le consommateur et avec la vente des produits, on rentre dans une appréhension où il est nécessaire du coup de démontrer ce qui est le critère de démonstration de l'action en concurrence déloyale, de l'action en concurrence déloyale fondée sur les pratiques commerciales trompeuses. La pratique commerciale trompeuse doit être démontrée si le comportement économique du consommateur d'attention moyenne a été altéré de manière substantielle et dans l'hypothèse d'une contrariété à la diligence professionnelle. Donc cette appréhension-là,
Ce prisme-là est nécessaire, mais il n'est pas nécessaire quand on n'est pas dans la préhension d'un lien direct avec le consommateur. Alors, une décision aussi intéressante sur sur la notion de publicité comparative au regard de l'absence de relation de concurrence. En l'occurrence, là, c'est une décision de la Cour de justice de l'Union européenne, dans le cadre de laquelle une société allemande qui exploitait un site de comparateur en ligne gratuit, qui permettait aux utilisateurs de comparer différents produits d'assurance, notamment par un système de notation basé sur plusieurs critères dont le prix. Et une société d'assurance avait contesté cette pratique devant la justice allemande, arguant qu'elle violait la législation nationale sur la publicité comparative. Et la question qui était posée du coup à la Cour de justice, c'était le fait de savoir si exploiter un site de comparateur en ligne sans avoir de relation de concurrence peut s'apprécier comme étant de la publicité comparative au sens de la directive. Donc effectivement, on est entre un comparateur en ligne qui n'a pas d'activité sur le marché des assurances et une société d'assurance. La solution qui est rendue, alors on n'est pas sur d'autres appréhensions de concurrence déloyale où le lien de confiance, on le sait, n'est pas requis, hein, notamment en matière de dénigrement, qui est une action en confiance déloyale par dénigrement. Le lien de concurrence n'est pas requis. En revanche, en matière de publicité comparative, le service doit être fourni par un concurrent, au sens où cette entreprise offre sur le marché les mêmes biens ou services que ceux comparés. En l'espèce, le site de comparaison n'est pas un concurrent, et du coup, la Cour de justice écarte la notion de publicité comparative. Donc on n'en est qu'à la quatrième partie, donc on va accélérer. Donc peut-être on abordera très 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 rapidement la cinquième partie, qui est peut-être dans le prisme d'activité beaucoup moins ciblée à vos projets. Mais cette quatrième partie, elle est quand même importante puisque il faut le rappeler, il y a quand même de nouvelles exigences en matière d'éco-conception qui sont de plus en plus encadrées. Et il faut rappeler ces dispositions puisque vous allez devoir les intégrer à vos réflexions, vous allez devoir les intégrer à vos process opérationnels. On le rappelle, on en avait parlé, on en a parlé, on a communiqué à plusieurs reprises, on a fait des séminaires, des webinaires là-dessus. Un règlement éco-conception a été publié le 28 juin 2024 qui prévoit une entrée progressive jusqu'en 2030. Il publie des axes de priorité pour l'application du règlement le 16 avril 2025. Alors, ce nouvel règlement, il vise à remplacer la directive éco-conception de 2019. Il élargit son champ d'application au-delà des produits énergétiques, qui était le prisme initial de la directive, à tous les types de produits mis sur le marché de l'Union européenne. Il vise à répondre aux objectifs de l'Union européenne en matière d'éco-conception et de circularité, pour améliorer la durabilité des produits, pour répondre aux critiques formulées sur la directive. Il va s'appliquer à tout bien physique, avec quelques exclusions, denrées alimentaires, aliments pour animaux, médicaments, plantes, produits d'origine humaine, produits de plantes, véhicules. Il établit un cadre général avec l'adoption d'actes délégués qui précisent les exigences propres à chaque catégorie de produits. À compter de la publication des actes délégués, l'industrie disposera d'un délai minimal de 18 mois pour s'y conformer. Le nouveau règlement a considérablement fait évoluer l'article 5, les critères de durabilité d'éco-conception en fixant de nouveaux critères. Durabilité, fiabilité, possibilité de réemploi, réparabilité, possibilité d'entretien, présence de substances préoccupantes, efficacité énergétique, contenu recyclé, refabrication, recyclabilité, empreinte carbone environnementale. Donc, il y a un allègement assez drastique du périmètre. Il prévoit le passeport numérique des produits qui sera obligatoire seulement pour les catégories de produits qui auront été expressément couverts par un acte délégué. Donc ça, à un horizon relativement proche aussi. L'acte délégué précisera notamment les données à faire figurer et la manière dont le passeport numérique doit être mis à disposition ou la période pendant laquelle il doit rester disponible. Donc on va certainement devoir bûcher sur ces sujets-là. L'objectif du passeport numérique, aider le consommateur à faire des choix éclairés, faciliter la vérification de la conformité des produits, garantir les acteurs de la chaîne de valeur peuvent accéder facilement, améliorer la traçabilité des produits. Donc des obligations assez drastiques pour les professionnels. Rappel aussi de la définition d'opérateur économique. On vise le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le revendeur et le prestataire, et les opérateurs économiques prennent des mesures nécessaires dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles évitent de devoir détruire les produits de consommation invendus.
La commission, donc, et on l'a dit, hein, est habilitée à adopter des actes délégués pour modifier cette liste. L'exclusion, effectivement, il y a des exclusions. Les micro et petites entreprises sont exclues. Entrée en vigueur assez proche, le 19 juillet 2026 pour les grandes entreprises, application aux moyennes entreprises à compter du 19 juillet 2030. L'article 541-15-8 du Code de l'environnement issu de la loi AGEC va consacrer l'interdiction de destruction des invendus non alimentaires. Donc la France, il faut le rappeler, est pionnière et dispose déjà d'une interdiction de destruction sur les textiles et le linge de maison et les chaussures, mais qui va être généralisée. Ce nouveau règlement d'éco-conception, il introduit aussi une obligation d'information sur les produits de consommation invendus, notamment sur le nombre, le poids de produits invendus ventilés par type et catégorie de produits, la raison et la mise au rebut des produits et des mesures prises et les mesures prévues pour prévenir la destruction des produits de consommation invendus. Un formalisme de publication est prévu avec une facilité d'accès sur le site internet de l'opérateur économique. L'exclusion de l'obligation d'information, on l'a vu, les obligations des micro-entreprises et moyennes entreprises, enfin les micro et les petites entreprises sont exclues, les moyennes entreprises, eux, ont jusqu'à 19 juillet 2030 pour respecter ces obligations. En juillet 2025, la Commission européenne a ouvert une consultation publique sur la transparence des inventaires mis au rebut que nous suivons régulièrement. Dans son premier plan de travail publié en avril 2025, la Commission européenne a publié une liste de groupes de produits qui doivent être prioritaires. 4 produits finaux, les textiles, échéance fixée à 2027, le mobilier 2028, les matelas en 2029, ça va arriver. On a pas mal de clients qui sont concernés par ces dispositions. 2 produits intermédiaires, le fer et accès en 2026, l'aluminium en 2027. 2 actes juridiques à venir fixant des exigences horizontales sur la réparabilité qui devrait intervenir à une échéance fixée à 2027 et sur le contenu recyclé qui est attendu pour 2029. La Commission européenne a exclu certains produits envisagés dans l'article 18 de son premier plan de travail, comme les chaussures, les produits chimiques, les détergents, les peintures et les lubrifiants. Alors pour conclure très rapidement, j'ai encore une fois dépassé, mais j'ai tellement de choses à vous dire que je ne peux pas me retenir sur l'actualité de l'encadrement des communications sectorielles. On pourra en parler de manière plus détaillée, naturellement, si ces sujets vous concernent, on est toujours à votre disposition. L'actualité sur l'encadrement des communications sectorielles, elle tourne notamment sur le secteur des viandes, hein. On l'a vu avec une obligation renforcée, une nouvelle obligation d'affichage dans le secteur de la restauration sur l'origine des viandes. Avec ce sujet, c'est un peu récurrent, le débat sur l'interdiction des expressions steak, saucisse pour les produits végétaux. L'interdiction qu'on a bien connue aussi sur le vin, on a travaillé beaucoup sur ces sujets, mais maintenant, en fait, de la désignation d'une boisson sans alcool comme du gin, où le focus est effectivement sur les nouvelles règles d'étiquetage et des substances et mélanges dangereux entrés en vigueur le 10 décembre 2024. Donc, on rappellera aussi que les produits éligibles à la certification écolabel européen sont étendus et l'affichage du coût environnemental des vêtements va être prévu à partir du 1er octobre 2025. Donc, sur les viandes, pour ceux qui sont concernés, il y en a quand même pas mal. Il faut rappeler que depuis 2022, les établissements de restauration doivent informer obligatoirement les clients de l'origine de la viande bovine proposée. Le décret, excusez-moi, 2025-141 vient étendre cette obligation d'affichage aux viandes porcines, aux vins et aux volailles. Les restaurateurs doivent désormais indiquer la mention de l'origine de l'animal, lorsque le lieu de naissance, d'élevage et d'abattage sont situés dans le même pays, ou nés, élevés, abattus dans les pays différents. Attention, ces sanctions sont source de contraventions de 5e classe qui sont cumulatives en fonction du nombre de manquements relevés. Donc ça peut relativement chiffrer si effectivement vous disposez de plusieurs points de vente. Le vote au Parlement européen en faveur de l'interdiction des expressions steak, saucisse pour les produits ne contenant pas de viande. On se rappelle l'article 422-10 du Code de la consommation, qui rappelle que les dénominations utilisées pour désigner des denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être utilisées pour décrire, commercialiser ou promouvoir des denrées alimentaires comportant des protéines végétales. Dans un objectif de protection de l'information du consommateur, la loi interdit l'utilisation du nom traditionnellement utilisé pour des aliments d'origine animale comme steak ou saucisse pour des produits contenant
des protéines végétales. Un décret en 2022 était venu préciser cette interdiction en établissant un seuil à partir duquel une quantité de protéines végétales déclenchait l'interdiction. Cependant, il y avait une controverse, on le sait, on en avait pas mal parlé, qui avait conduit à suspendre ce décret par le Conseil d'État qui avait interrogé la CGE sur la possibilité d'utiliser les termes d'origine animale pour les désigner dans le cadre de la production de produits d'origine végétale. Et malgré la question préjudicielle posée, un nouveau décret a été publié le 26 février 2024 qui reprend les termes de l'ancien décret et qui a conduit du coup une nouvelle fois le juge des référés du Conseil d'État à suspendre ce décret, considérant et constatant et contestant le fait qui est de nature à entraîner une baisse importante du chiffre d'affaires des entreprises qui étaient requérantes, le fait d'imposer ces interdictions et le fait que les appellations telles que steak végétal, bacon végétal ou lardons végétaux sont utilisées de longue date et installées dans l'esprit des consommateurs. Donc, pour le Conseil d'État saisi en référé, l'entrée en vigueur du décret porterait donc atteinte grave et immédiate aux intérêts des entreprises commercialisant ces produits depuis un certain temps, puisqu'effectivement, les consommateurs ont pris une habitude de consommation de considérer ces produits et de faire la dichotomie entre l'appréhension végétale et l'appréhension animale de ceux-ci. Et la Cour de justice de l'Union européenne a rejoint la position du Conseil d'État dans un arrêt du 4 octobre 2024. Elle fait une lecture croisée des textes des dispositions du règlement et elle considère que les États membres ne peuvent pas interdire de manière générale l'utilisation des termes d'origine animale, à moins qu'une désignation légale spécifique pour les protéines d'origine végétale ne soit établie, dès lors que les producteurs sont tenus de s'acquitter de l'obligation qui est la leur d'indiquer la dénomination de ces denrées par l'utilisation de noms usuels ou de noms descriptifs. Donc effectivement, ça entérine encore une fois, l'annulation définitive de ce nouveau décret et on retourne du coup dans une période de flou, euh, sur ce point de vue-là. La saga sur l'interdiction des allégations perdure avec des discussions au niveau européen. On a noté sur ce point-là un vote au Parlement européen le 8 octobre 2026 en faveur d'une interdiction. Bon, l'interdiction de désigner une boisson sans alcool comme étant du gin, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu un arrêt dans lequel elle précise clairement qu'il est interdit de présenter, d'étiqueter une boisson comme étant du gin, même si la mention sans alcool y figure, et que c'était l'argument plaidé par les requérants, la liberté d'entreprendre n'est pas entravée puisqu'ils peuvent vendre ce produit au final, hein, sans l'appeler gin, et l'interdiction pour la Cour de justice de l'Union européenne est proportionnelle. On voulait vous parler aussi des nouvelles règles d'étiquetage des substances et mélanges dangereux. Bon, avec ces nouvelles règles, hein, elles sont retranscrites, je vais vous faire l'économie de cette lecture, mais qui ont été fixées pour garantir une meilleure protection de la santé humaine et de l'environnement, tout en adoptant les règles aux enjeux actuels tels que le numérique et de l'économie circulaire. Et notamment, une des exigences clés, c'est l'introduction de l'étiquette numérique en complément de l'étiquette physique pouvant contenir des informations supplémentaires accessibles gratuitement sur demande. On a aussi voulu vous évoquer en conclusion peut-être de cette présentation une extension des produits. Alors vous l'avez vu, on est quand même, et ce que je disais en préambule de ma présentation, une densité assez importante de nouvelles obligations éco-environnementales qui ont trait à la consommation et à la proposition des produits et services. Et là, on a noté effectivement un arrêté assez récent qui vient étendre les produits éligibles à la certification écolabel européen. Vous le connaissez bien, cet écolabel européen, il a été créé il y a de nombreuses années, en 92. Il est la seule certification écologique reconnue officiellement dans tous les pays de l'Union européenne et valorise les produits et les services ayant un impact environnemental. Un arrêté du 2 septembre 2025 a étendu la liste des produits qui peuvent solliciter l'éligibilité à 6 nouvelles catégories de produits qui portent maintenant la liste à total à 24 secteurs, parmi lesquels maintenant on y intègre les articles chaussants, les lubrifiants, les matelas, les produits d'ameublement, les revêtements durs, les revêtements de sol et à base de bois, de liège et de bambou.
Enfin, sur l'affichage du coût environnemental des produits et notamment des vêtements. Un décret vient de paraître le 6 septembre 2025, qui est entré en vigueur il y a quelques semaines, le 1er octobre 2025, qui s'applique aux produits textiles neufs ou issus d'une opération de remanufacturage destinée au marché national. Et les notions clés en fait de cet affichage sont le coût environnemental. La valeur devrait être numérique devrait être exprimée en points d'impact résultant de l'agrégation des différents impacts environnementaux, émissions, biodiversité, consommation des ressources, sur l'ensemble du cycle de vie du produit, de la production à la fin de la vie. L'affichage du coût environnemental n'est pas obligatoire, mais sur la base du volontariat. On rappelle qu'article T 541-244 précise que toute personne morale ou physique peut calculer et communiquer le coût environnemental d'une référence d'un produit textile sur la base de données disponibles ou de données estimées à partir de données disponibles en respectant l'ensemble des conditions fixées par la disposition que nous reprenons du Code de l'environnement qui précise que toute personne qui communique volontairement sur le coût environnemental doit le rendre accessible au moment de l'achat. Donc c'est un volontariat mais encadré. Le coût peut être mis à jour une fois toutes les 3 mois maximum. Les informations relatives au calcul, à la méthodologie, à l'identification du produit doivent être accessibles sur un portail dédié. Toute communication volontaire sur un score environnemental doit inclure le coût environnemental pour éviter toute confusion et les données utilisées pour le calcul doivent pouvoir être justifiées à toute demande des autorités compétentes. Donc effectivement, un volontariat qui est relativement très précisément encadré, de façon aussi à permettre aux autorités de vous contrôler sur le respect de ces exigences qui peuvent être un petit peu piégeuses et qui ont pourtant vocation effectivement à informer vos clients. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce fut un plaisir pour moi d'avoir fait le tour de manière assez dense, d'avoir un peu débordé sur le temps qui nous était imparti, mais je voulais évoquer avec vous tous ces sujets. Il y a beaucoup d'autres sujets qui pourront être abordés avec vous. Nous sommes à votre entière disposition, effectivement, pour répondre à l'ensemble des questions, des sujets que vous pouvez avoir, des interrogations que vous pouvez avoir sur la présentation qui a été effectuée aujourd'hui, euh, sur les questions qui ont été identifiées au regard des nouvelles réglementations, des appréhensions, des applications dont on a parlé aujourd'hui qui peuvent vous concerner. N'hésitez pas à nous poser vos questions. On y répondra avec un grand plaisir. Dans l'appréhension effectivement du cabinet, nous vous donnons rendez-vous aussi, et je tiens à le préciser pour le prochain rendez-vous, parce que là effectivement on a parlé de publicité de consommation, mais on aura l'occasion de vous reparler aussi de l'autre partie, franchise, distribution, droit de la concurrence, lors de notre webinaire annuel du 23 janvier 2025. Et dans cette attente, ben, je vous remercie tous d'avoir été présents nombreux aujourd'hui, de m'avoir suivi et je reste à votre entière disposition pour répondre à vos questions et à vos demandes. Merci beaucoup.